Comme vu précédemment, un projet a un début et une fin. Et entre les deux, il se passe des choses. C'est ce que nous allons voir maintenant. Tout d'abord, un petit rappel pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'un cycle de vie? Le cycle de vie va correspondre à l'ensemble des étapes par lesquelles le sujet va passer. De sa naissance, sa création, à la fin de sa vie, sa mort. Pour un produit, ce à quoi c'est généralement associé, cela va de l'idée, sa conception, sa fabrication, en passant par son transport, son utilisation, ses éventuelles réparations, pour finir avec sa destruction ou son éventuel recyclage. Bien entendu, tout cela va varier selon le produit dont il est question. Maintenant, qu'est-ce que le cycle de vie d'un projet? Tout d'abord, il ne faut pas le confondre avec celui du produit qui lui est associé. Un produit peut être l'objet de plusieurs projets lors de son cycle de vie, pour sa création, puis sa modification et sa destruction par exemple. Le cycle de vie du projet va correspondre aux étapes de la vie du projet. Quelle que soit sa taille ou sa complexité, on peut dégager le schéma général suivant. Le démarrage du projet, l'organisation et la préparation de celui-ci, l'exécution du travail à proprement parler, pour finir avec la clôture du projet. Quelles en sont ces caractéristiques? Tout d'abord, les ressources nécessaires. Au début du projet, les coûts et la mobilisation vont être limités. Ils vont augmenter avec la préparation de celui-ci pour atteindre un maximum durant l'exécution du travail. Après cela, ils vont diminuer avec la clôture du projet en vue de la fin de celui-ci. Passons aux risques et aux influences extérieures. Au démarrage, ils vont être maximum. En effet, à ce moment-là, on connaît peu de choses sur le projet et l'impact que peuvent avoir les éléments extérieurs. Au plus on va avancer, au plus ceux-ci vont se préciser et pouvoir être maîtrisés. Associé à cela, notre marge d'action va varier de manière similaire. En début de projet, peu ou aucune décision n'a été prise. Il est alors facilement possible de modifier ce qui est déjà prévu. Au plus on va avancer dans le temps, au plus cette marge d'action va diminuer, car les éventuelles modifications vont impacter ce qui a déjà été fait. La conséquence de cela est que le coût des modifications va augmenter au fil de l'avancement du projet. Cela est logique du fait que ces modifications vont nécessiter de refaire une partie du travail déjà réalisé. On voit à travers ces caractéristiques l'une des problématiques centrales des projets. Au début, on a des possibilités d'action importantes, mais peu de connaissances sur le projet pour prendre des décisions. Lorsque l'on acquiert la connaissance, nos moyens d'action diminuent et le coût des modifications devient plus important. L'un des buts de la méthodologie et des outils que nous allons voir est d'arriver à prendre les bonnes décisions au bon moment, de manière à limiter les risques pour obtenir le produit désiré dans les contraintes imposées. Pour obtenir une maîtrise supplémentaire et manager de manière efficace la réalisation de certains livrables, le projet peut être divisé en phases. Une phase va représenter un niveau de consolidation du projet, c'est-à-dire un niveau de connaissance et de maîtrise sur une partie du projet. Ces phases sont généralement en séquence, mais elles peuvent aussi se chevaucher dans certains cas. Les phases vont faire partie du cycle de vie. Leur nombre va varier selon les besoins, le niveau de maîtrise nécessaire, la taille et la complexité du projet. La mise en place de plusieurs phases a différents avantages. Tout d'abord, ce découpage permet de limiter les risques et l'engagement, en commençant avec un niveau de détail plus réduit. On va ainsi avancer dans le projet de manière itérative. Le niveau de détail va augmenter à chaque phase avec l'avancement du projet. Ensuite, lorsque les phases sont séquentielles, la fin d'une phase permet de marquer un point d'arrêt et d'évaluer le travail effectué. La fin de phase est ainsi un point de réévaluation permettant éventuellement la modification ou l'arrêt anticipé du projet si l'on s'aperçoit que les objectifs ne vont pas pouvoir être totalement atteints. Enfin, travailler avec différentes phases permet aussi d'adapter l'organisation du projet aux besoins, qui peuvent varier. C'est par exemple le cas lorsque l'on passe d'une phase d'étude à une phase de construction.
Même si le phasage n'est pas forcément formalisé, il est utilisé de manière courante et assez intuitivement. Par exemple, le fait de réaliser une étude simplifiée pour préparer un devis, tout en prévoyant de faire une étude complète lorsque le contrat est signé, est une forme de phasage de projet. Un projet peut avoir une ou plusieurs phases, celles-ci peuvent être totalement séquentielles, toutes se chevaucher ou être un mix des deux. Dans tous les cas, on va retrouver dans chaque phase les 5 types d'activités que nous allons voir et avec lesquelles il ne faut pas les confondre. Lors du projet et au cours de chaque phase, on retrouve 5 types d'activités différentes qui s'enchaînent. Le démarrage, qui permet de définir le projet ou la phase et valider son début. La planification, au cours de laquelle on élabore le contenu et précise les objectifs, mais aussi définit les actions et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces derniers. L'exécution, qui permet d'accomplir le travail défini précédemment dans le plan d'exécution de projet. Le contrôle, pour suivre, vérifier et réguler l'avancement ainsi que le respect des contraintes et des objectifs, mais aussi pour identifier et implémenter les modifications nécessaires à l'atteinte des objectifs du projet. La clôture, qui permet de finaliser les activités et clore le projet ou la phase. Ces types d'activités s'enchaînent de manière successive. Cependant, comme la planification initiale n'est jamais parfaite, les activités de contrôle détectent des déviations qu'il est nécessaire de corriger. Il faut donc repasser par de la planification, de l'exécution et du contrôle. On a donc un bouclage de ces activités qui se crée. Pour plus de réactivité, le contrôle est réalisé de manière permanente. On peut donc détecter les déviations plus rapidement et leur apporter les corrections nécessaires sans perte de temps. On obtient donc un bouclage des activités correspondant au schéma suivant. Démarrage, planification, exécution avec un contrôle permanent. Ce dernier mène à des correctifs impliquant à nouveau de la planification, de l'exécution et du contrôle. Cela jusqu'à l'atteinte des objectifs et la clôture de la phase ou du projet. Petit point lexical, j'ai choisi ici une terminologie légèrement différente de celle du PMBOK. Ce choix terminologique est dû au fait que la vision du PMBOK est assez abstraite. Je pense et j'espère que cela facilitera votre compréhension et l'accessibilité de ces notions. Quelques activités à réaliser maintenant pour mieux appréhender ces notions. Tout d'abord, j'aimerais que vous partagiez votre expérience personnelle sur les projets à phases multiples. En avez-vous déjà rencontré? Si oui, quelles étaient ces phases? Quels bénéfices y avez-vous trouvé? Sinon, cherchez un cas où vous pensez que découper le projet en plusieurs phases aurait pu vous aider. Expliquez celui-ci et partagez les raisons et les bénéfices que cela vous aurait apporté. Ensuite, nous allons prendre l'exemple d'un projet de création d'une pizza. J'aimerais que vous me donniez 2 tâches pour chacun des types d'activités que l'on a vus. Le démarrage, la planification, l'exécution, le contrôle et la clôture. Ceci fait, vous allez découper ce projet en 3 phases et associer les tâches que vous avez choisies à ces phases.